Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on discute ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au musée du Louvre, encore fermé hier pour une 3e journée de grève en un mois. Une situation qui peine à s'améliorer depuis le vol des joyaux de la couronne qui a mis en lumière l'état de vétusteté du musée et les manquements évidents en matière de sécurité. Les vidéos des braqueurs publiées ce week-end continuent d'enfoncer le couteau dans la plaie alors même que la mission confiée à Philippe Jost pour redresser la barre peine à montrer ses effets. On va faire le point avec nos invités en plateau et en discuter longuement. En culture, le jardin d'acclimatation accélère et présente sa 3e édition du Grand Festival des Lanternes. Il met cette année en lumière le Japon au travers de 2000 créations lumineuses. C'est onirique, c'est absolument magnifique à découvrir en famille. En conso, un point sur l'inflation avec ces produits qui ont vu leur prix augmenter en 2025. On fait le point en fin d'émission avec Thibaut Deléaz. Sur France Inter, Rachida Dati a été interrogée sur la situation au sein du Louvre. Elle reconnaît un problème de gouvernance et promet des décisions conséquentes à venir. Je vous propose qu'on écoute la ministre de la Culture. On a passé le plus gros, on a passé évidemment la crise. Moi, je suis en discussion avec les organisations syndicales. On avance sur certaines revendications, mais il y aura des décisions beaucoup plus conséquentes qui vont être prises. Alors, allez-y, la gouvernance va être revue. Et la présidente. C'est-à-dire, on change de direction. C'est quoi la gouvernance ? La gouvernance, c'est l'organisation. C'est pas qu'une question de personne, c'est aussi une question de projet et de projet d'établissement. Et donc, pendant très longtemps, ces grands établissements, quand on nommait quelqu'un, il y avait une convention d'objectifs, mais à la limite, on était dans la tacite reconduction, sans regarder finalement les détails. Ça quand vous avez comme ça une crise ou un moment important, ça nous oblige à revoir aussi les modalités d'organisation, où sont les préoccupations. Là, j'ai revu l'organisation, la gouvernance, on va revoir, et effectivement, il y aura un sujet de personne. Mais est-ce que c'est un sujet de confiance ? Voilà. Est-ce que ça dépasse les personnes ? C'est un sujet d'enjeu muséal du plus grand musée. On parle du plus grand musée du monde. Dans cette interview, Rachida Dati parle d'un problème de gouvernance. On a passé la crise, dit-elle. Nous allons faire de la sécurité une priorité. Rien de neuf depuis le vol des joyaux de la couronne et la révélation des failles du musée. Et ce, malgré les nombreux documents publiés. Et ce musée, toujours en grève. C'était en tout cas le cas hier. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est une fermeture normale, puisque c'est le jour habituel de fermeture du musée. On en parle évidemment avec nos invités autour de la table. Claire Baumler, pardon, décidément. Vous êtes grand reporter au service culture du Figaro. Merci beaucoup d'être sur notre plateau pour nous expliquer et nous aider à mieux comprendre ce qui se passe du côté du musée du Louvre. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef pour la Tribune de l'Art et en visio avec nous, Alexis Fricht, secrétaire général CFDT Culture. Pardon, mais Claire Baumler, je vais un petit peu rembobiner le vol des joyaux de la couronne, si je ne dis pas de bêtises. C'était le 19 octobre, c'était donc il y a 3 mois maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a le sentiment que ça patine. Non, il s'est passé énormément de choses, parce que le vol des bijoux, ça a été une onde de choc mondiale. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire la presse du monde entier a traité ce qui se passait dans le Louvre, que, comme vous l'avez dit, c'est le musée le plus visité au monde. C'est celui aussi en France qui a le plus de taux de visiteurs étrangers. Donc c'était un sujet mondial, donc on a réagi. Ce que dit la ministre dans son interview, c'est qu'effectivement, on a lancé l'enquête, on a demandé au Sénat et à l'Assemblée d'auditionner non seulement Laurence Descartes, mais toute la direction du musée du Louvre. On a essayé d'avancer pour faire un bilan, découvrir ce qui se passait. Donc le bilan, c'est que ce musée est vétuste et qu'il y avait des failles de sécurité importantes, si on résume ? Si on résume, c'est ça. Et qu'on manque peut-être de financement ? C'est que rien n'a pas été fait. C'est ça, dans l'enfer du détail. Tu comprends que ça n'est pas resté une question absolument non traitée au fil des décennies. Mais au moment du vol, tu voyais bien qu'il y avait des manquements, hein, ne serait-ce que les caméras sur la façade, le PC de sécurité qui n'était pas tout à fait moderne et qui n'a pas permis de regarder en direct lorsque les voleurs sont arrivés. Enfin, ça a fait apparaître des manquements.
3 mois après, on n'a surtout pas retrouvé les bijoux. Donc c'est ça qui fait que ça s'enlise et ça traîne dans la crise. Vous voyez, la ministre parle de gouvernance, des leçons à tirer du vol, etc. Mais on n'a surtout pas retrouvé les bijoux. Est-ce qu'il y a encore une chance qu'on retrouve ces bijoux? C'est ce que dit la procureure. Hein. Elle dit oui, il y a encore des chances. Laure Becquio, tout à fait. Tout n'est pas perdu. Mais franchement, si on avait retrouvé les bijoux... On n'en serait pas là? On n'en serait pas là. On dirait, eh bien, il y a eu une immense crise. Maintenant, on va consolider, on va mener des travaux, on va prendre des décisions. Mais enfin, tout de même, cette impression de crise qui perdure, c'est aussi ça. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, est-ce que cette crise qui s'enlise et ce mécontentement grandissant des syndicats vient d'un problème avant tout de gouvernance? C'est ce qu'affirme Rachida Dati. Alors oui, selon moi, oui, c'est un problème de direction, mais il me semble que le vol des bijoux a surtout mis en exergue un problème de sécurité évident, mais beaucoup plus que ça, un problème général au sein du Louvre dans la gestion du personnel, et c'est pour ça que le personnel est en grève, c'est-à-dire qu'on découvre en fait que le personnel a été réduit, donc c'est un problème pour la sécurité, mais aussi pour l'accueil des publics, c'est un problème pour l'ouverture des salles. Donc un manque de moyens humains, tout simplement. Un manque de moyens humains, un manque de moyens humains, mais aussi un manque de politique d'accueil des publics et de préservation des collections. Donc il y a beaucoup de choses à repenser, à réorganiser. Alors oui, et il y a surtout des priorités. C'est-à-dire que Laurence Descartes, depuis le début, nous parle du Louvre Renaissance et d'un grand projet d'entrée monumentale, de salle d'exposition, etc. Ça, il faut l'abandonner ? Il faut l'abandonner, et puis il faut faire des choses beaucoup moins visibles et donc beaucoup moins flatteuses pour Laurence Descartes et pour le président de la République, c'est-à-dire réparer le musée qui part dans tous les sens et qui est dans un état de vétusté complètement catastrophique. Et je peux donner 2-3 exemples, mais Bien sûr, on va juste donner la parole rapidement à Alexis Frisch parce qu'on a envie de comprendre quand même pourquoi les salariés du Louvre étaient en grève hier. Quels sont les motifs? Est-ce qu'ils sont les mêmes que pendant les 2 précédentes grèves du mois? Écoutez, moi je commencerai par dire que on a des engagements aujourd'hui, notamment de la part de la ministre de la Culture, parce que c'est aujourd'hui elle et ses équipes les seuls qui nous reçoivent lorsque nous avons un mouvement, une mobilisation comme celle d'hier. Celle d'hier, vous l'avez rappelé, c'est la 3e journée depuis le 15 octobre, pendant laquelle le musée était entièrement fermé. Donc, nous avons obtenu quelques avancées, évidemment en matière notamment d'emploi. Nous avons aussi obtenu, et c'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des collègues, 2200 agents qui sont mobilisés largement depuis un peu plus d'un mois, pour aussi obtenir des crédits supplémentaires, enfin, en tout cas une annulation de crédits qui devaient pénaliser fortement le budget de l'établissement. Donc on avance peu à peu, mais ce n'est pas satisfaisant, et vous avez peut-être rappelé également la question de la crise avec la gouvernance. Je pense que une grande partie des salariés de l'établissement attendent désormais que les actes, que les paroles fortes qu'a posées la ministre dans les médias dernièrement, se traduisent par des actes concrets. Concrètement, ça voudrait dire, Claire Baumlard, une démission de Laurence Descartes, un départ définitif de celle qui est aux manettes? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre des syndicats qui étaient, ou tous les 3, je ne sais pas exactement comment ils sont sur cette question-là, réclamaient le départ de Laurence Descartes. Bon, alors là, il faut prendre un peu de recul parce que, d'abord, le taux de grévistes n'est pas si important que ça. Alors, c'est jamais des taux de grévistes monumentaux, puisqu'il suffit des bons postes pour fermer un musée. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé. Mais enfin, si le chiffre de 50 personnes déclarées grévistes est exact, on ne va tout de même pas donner la tête de Laurence Descartes
à la suite d'un mouvement qui a mobilisé 50 personnes. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que, évidemment, on sait que les mouvements de grève, ils sont parfois suivis par procuration, c'est-à-dire des gens ne font pas grève, mais sont d'accord avec ce qui se passe. C'est probablement le cas ici. Oui, mais je ne sais pas si sur les 2200 personnes, il n'y en aurait pas une bonne partie qui en ont assez de cette crise, si vous voulez, qui veulent avancer, qui veulent... Et pour ça, il faut accepter de se mettre autour de la table pour discuter et proposer un projet pour ce Louvre qui fonctionnerait. Voilà, il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément la grève qui est la réponse à ça. Donc, sur Laurence Descartes, oui, une partie du personnel a l'air de trouver que ça ne va pas, qu'elle est enfermée dans son bureau, qu'elle n'est pas en dialogue, qu'elle a failli, finalement. C'est vrai qu'il y a eu peu de communication avec les équipes. Oui, mais elle les a quand même reçus. Enfin, je veux dire... Bon, il me semble il me semble que le Louvre est divisé. Elle avait tout de même eu un texte signé par des conservateurs en soutien. Donc, on ne peut pas complètement dire que l'ensemble de la maison est contre elle. Par ailleurs, c'est une décision... faire partir Laurence Descartes, qui n'appartient pas aux salariés. Elle appartient au président de la République. Ou à Laurence Descartes elle-même. Ah, Laurence Descartes elle-même, elle a déjà proposé sa démission, elle n'a pas été acceptée. Qui a été refusée, tout à fait. Voilà. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, votre avis sur ce départ possible à venir de Laurence Descartes? Mais c'est-à-dire que moi, ça me paraît indispensable. D'abord parce que la lettre de soutien des directeurs, c'est délicat de ne pas signer une lettre de soutien quand votre présidente directrice vous demande d'écrire une lettre de soutien quand on est employé par le Louvre. Et puis, Laurence Descartes a quand même fait des déclarations très surprenantes, c'est-à-dire que devant les caméras et devant l'Assemblée et devant les commissions, elle s'est montrée désolée que ce vol intervienne juste au moment où on allait justement déployer un grand schéma de sûreté. Mais si vous voulez, on est en 2026, elle est là depuis 2021, donc ça fait 4 ans. Donc qu'a-t-elle fait depuis 2021? Elle n'a rien fait. Et il y a eu un audit en 2017 qui était sous la direction, le Louvre était alors sous la direction de M. Martinez, donc c'était de la responsabilité de M. Martinez, mais quand elle est arrivée, on lui a proposé un projet de sécurité qu'elle n'a pas mis en place, alors que dans ce premier projet, elle aurait pu lancer des marchés, elle aurait pu mettre en place la sécurité du Louvre à son arrivée, si vous voulez, et elle n'a rien fait. Et elle a intégré ce grand projet de sécurité dans ce grand projet du Louvre Renaissance. C'est quand même une erreur. Une erreur fondamentale. Et accessoirement, de dire qu'elle n'y peut rien, c'est surréaliste. Non, c'est des déclarations surréalistes. Il faut quand même qu'elle assume maintenant sa part de responsabilité qui est énorme, énorme. Claire Baumlard, sur ce projet Louvre Renaissance et la manière dont il doit être repensé. Aujourd'hui, on arrive avec cette situation d'urgence, à des réalités. Il faut combler ces failles de sécurité, il faut proposer un nouveau système de gouvernance, il faut satisfaire aussi ceux qui travaillent au quotidien au musée du Louvre, leur proposer une nouvelle gestion des publics. Est-ce que tout ça peut être fait en étant combiné à un projet aussi pharaonique et ambitieux que Louvre Renaissance ? Sur le papier, c'est assez ambitieux. Moi, je trouve que c'est un projet intéressant sur le papier. C'est-à-dire que c'est vrai que doter le Louvre d'une nouvelle entrée, enfin, qui fréquente le Louvre un dimanche après-midi, c'est que c'est l'enfer quand on rentre. Enfin, c'est l'enfer. Par ailleurs, à l'intérieur du Louvre, tout le monde sait que la plupart des gens font le même circuit. Oui, les flux sont compliqués. Et qu'une partie du musée est plus ou moins, enfin, je ne vais pas dire vide, mais est sous-fréquentée. Donc, repenser les circulations, repenser le circuit, sortir la Joconde, on peut en discuter ou pas, mais c'est ce pari-là, et redoter le Louvre, dont on dit qu'il est à bout de souffle tout de même, d'un nouveau projet, ça me paraissait intéressant. Le problème aujourd'hui, c'est la capacité politique à le faire. C'est-à-dire que... Là, c'est mal parti, enfin, on peut se le dire franchement. C'est pas très bien parti. Dans ce projet Louvre Renaissance, il y a un énorme volet sécurité et remise aux normes. Il y a 80 millions d'euros qui sont mis sur la table pour ces caméras qu'on a regrettées. Est-ce que ça serait assez pour ce PC de sécurité, je ne sais pas si ce serait assez, mais enfin 80 millions d'euros, c'est beaucoup. Ça serait un bon départ. Alors après, c'est la capacité politique à porter ça.
Et là, alors là, c'est pas facile. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout va mal, ça dérive, les planchers s'effondrent. Et quand on vous propose un énorme projet, dire ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, voilà. Donc il faut une version 2 de ce Louvre Renaissance ? Mais non, il faut s'occuper de l'existant. Si vous voulez, il faut arrêter de dire on va lancer un nouveau projet, ça va être moderne et nos noms seront associés à ça. Il faut s'occuper de l'existant. Sauf que le nouveau projet, ça s'occupe de l'existant par définition, puisque c'est un nouveau projet pour le Louvre. C'est pas un nouveau projet. Mais ce sont des sommes. Oui, mais ce sont des sommes pharaoniques pour. Voilà, donc d'où la capacité à le faire ou pas. Par exemple, pour mettre en place un nouvel espace d'exposition temporaire. Donc le Louvre en a déjà, et le Grand Palais a été restauré. Ça a coûté des millions. C'est pour ça que je parlais d'une version 2, d'une V2. Est-ce qu'une version 2 de ce projet Louvre Renaissance, où on supprime peut-être certains axes, comme celui que vous présentez sur ces salles d'exposition temporaire, et par exemple, on garderait une nouvelle entrée, un nouveau parcours pour éviter ces flux encombrés de visiteurs. Est-ce qu'une partie de ce projet peut être conservée et justement impulsée par une nouvelle gouvernance dans laquelle les salariés et les syndicats auraient confiance ? Peut-être, mais encore une fois, alors moi faire une grande entrée monumentale et accessoirement, qu'est-ce que va devenir la colonnade de Perrault, on n'en sait rien. Et encore une fois, une grande entrée, pourquoi une grande entrée plutôt que plusieurs petites entrées qui permettraient de répartir les... On en vient aux histoires de sécurité aussi. Il y a aussi un risque attentat aujourd'hui, dont on ne parle plus aujourd'hui parce qu'on est sur la voie, mais qui existe. Plus tu ouvres de points d'entrée, plus tu as de risque. Il y a eu un attentat au Louvre, je ne sais plus, sous l'ère Martinez. Donc ça existe, ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir une voilure, réduire la voilure ? C'est incapacité d'un architecte de proposer ça, hein. Alexis Frisch, le Grand Palais, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Alexis Frisch, quel est le sentiment des syndicats sur ces deux sujets ? Pour le départ de Laurence Descartes, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure. Concernant ce projet Louvre Renaissance et l'après, comme le disait justement Claire Baumlard, il faut un après, il faut qu'il y ait un projet sur la table, il faut qu'on avance. Alors dans quelle direction souhaitez-vous avancer ? Écoutez, Madame Baumlard, je la rejoins au moins sur un point, c'est sur le fait qu'il faut un nouveau projet pour l'établissement. L'établissement est une ville, 30 000 visiteurs par jour, 9 millions par an. Vous voyez ce que ça demande à la fois en termes d'effectifs pour pouvoir faire tourner une ville, mais également aussi en termes de spécificité, parce que le musée du Louvre, c'est 80 métiers. Moi, je voulais, si vous permettez, aussi revenir sur 3 points qui, moi, me semblent importants. C'est le premier, cette mobilisation qui peut être contestée par certains, on peut l'entendre également, a permis de faire sortir aussi la question de la sécurité, de la sûreté dans les grands établissements patrimoniaux. Aujourd'hui, on est invité, vous savez, il y a 2 commissions qui se réunissent demain, une avec au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont souhaité de revoir cette question de la sécurité. Il faut avoir une culture de la sécurité et de la sûreté. Nous, c'est quelque chose qu'on porte plus particulièrement. Le deuxième point, ce que ça raconte, ça fait 20 ans qu'on travaille la question de la fréquentation. On a laissé de côté la question de la sûreté et de la sécurité. Alors, peut-être qu'il faut voir les deux, désormais les deux en même temps. Ce qui s'est passé avec le 19 octobre raconte au fond, c'est qu'on a beaucoup investi pour faire entrer plus de monde et pas assez sur les questions de sûreté et de sécurité. Alors sûreté et sécurité, c'est évidemment aussi pouvoir rendre accessible au maximum, mais dans les meilleures conditions. Et la troisième point, vous savez, l'État a décidé d'augmenter les tarifs pour les extra-européens, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez payer pour certains d'entre eux et d'elles pratiquement 50% de plus un billet. Madame Baumlard le rappelait, il suffit d'aller voir le dimanche la file d'attente, alors qui est presque quotidienne à vrai dire, la file d'attente au Louvre, au musée d'Orsay ou au château de Versailles, avec des conditions extrêmement dégradées dans certaines salles. C'est pas possible de maintenir cette politique-là, de faire payer plus avec des conditions pareilles. Justement, sur ce sujet de faire payer les
les étrangers plus cher, Claire Baumlard? On sait que c'est pratiqué dans certains pays. J'ai le souvenir d'avoir payé plus cher que les résidents, notamment dans certains pays. Est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de financer demain les investissements du musée du Louvre? C'est ce que le Louvre et un certain nombre de grands établissements comme Chambord, la Sainte-Chapelle ont choisi de faire. Et indéniablement, si tu augmentes les tarifs, ça augmente les recettes. Hein. Maintenant, l'idée, c'était que ces recettes participent justement aux travaux. Directement. Alors, s'il n'y a plus de travaux, bon, je ne sais pas. Bon, je crois que c'est pas très... Alors, on a envoyé un certain nombre de petits jeunes sur le terrain devant le Louvre pour interroger des Américains, etc., pour savoir s'ils étaient pour quel est ou leur contre. sentiment? Eh bien, leur sentiment, c'était non, on est pour. Ça, c'est la mentalité américaine qui parle, Claire Baumlard. Exactement. Donc, on paye pour tout si c'est bien. Les Américains, c'est ça. Hein. Et si on est bien reçu, si le parcours de visite est agréable. Et le Louvre, quand même, on critique beaucoup le Louvre, mais la plupart des gens qui vont visiter le Louvre et qui sortent, ils sont contents. Enchantés, bien sûr, évidemment. Évidemment, ils n'ont pas aimé la foule devant la Joconde, etc. Enfin, ils sont quand même contents d'y être allés. Ils en tirent un sentiment globalement très positif. Il ne faut pas non plus complètement... Noircir le tableau. Noircir le tableau et faire du Louvre une mauvaise marque. J'avais une question concernant la nomination de Philippe Josse, nommé mi-décembre, pour réorganiser le musée aux côtés de Laurence Descartes. Qu'a-t-il fait? Mais alors, est-il là? C'est pas sûr, et accessoirement, Philippe Josse n'a aucune expérience dans la gestion des musées, donc que fait-il là? On peut quand même dire qu'il a fait un travail phénoménal pour Notre-Dame. Pour Notre-Dame, mais quel rapport avec la direction d'un musée? Je ne vois pas bien, et accessoirement, on ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Et ça montre donc qu'il a beaucoup de temps libre, et donc que fait-il à Notre-Dame? C'est quand même mystérieux. Rachida Dati dit que sa mission n'a pas vraiment commencé à cause des grèves. Non, mais elle n'a pas commencé du tout. Voilà. Elle n'a pas mis un seul pied au Louvre et elle est mornée, cette mission. Mais l'idée... mais pourquoi? Peut-être à cause des grèves, peut-être parce qu'il y a trop de chantiers devant, peut-être parce qu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils doivent faire avec Laurence Descartes, peut-être qu'il y a trop de choses ouvertes pour que quelqu'un de l'extérieur... C'était pas une mauvaise idée d'avoir un œil extérieur. Alors évidemment, il n'y connaît rien au monde muséal, mais bon... Ok, c'était pas une mauvaise idée de se dire prenons quelqu'un de l'extérieur qui a quand même... Qui a par ailleurs quand même une expertise sur des dossiers dans le... oui, bien sûr. Et qui sait ce que ça veut dire que lancer un marché public. Alors, Donc pourquoi pas l'extérieur? Là, finalement, bon... C'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Mais alors, cette question de faire venir quelqu'un, ça soulève quand même la question de la direction du musée du Louvre qui devrait quand même être partagée. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir... C'est une forme de mise sous tutelle? Alors oui, c'est un chaperon pour Laurence Descartes, donc bon, pourquoi pas, mais... Là, en l'occurrence, ça souligne quand même un problème au sein du Louvre, c'est-à-dire que le Louvre devrait être dirigé par un duo, c'est-à-dire que d'un côté, il faudrait un conservateur qui s'occupe des questions scientifiques, et d'un autre côté, un administrateur qui gère le quotidien, si vous voulez. Alexis Fricht, un duo à la tête du Louvre, est-ce que vous y seriez favorable sous le modèle présenté par Bénédicte Bonnet-Saint-Georges? Alors c'est le cas déjà aujourd'hui, puisque la présidente directrice est conservateur du patrimoine, donc Monsieur Kim Pham, l'administrateur, est un administrateur de l'État. Donc c'est déjà le cas, c'est un modèle. De toute façon, les statuts de l'établissement contraignent l'établissement, contraignent l'État à nommer une directrice générale ou un directeur général qui soit conservateur du patrimoine. Nous, on trouve que c'est une très bonne chose. C'est normal. D'autres établissements, on voit le Centre Pompidou et le Centre des Monuments Nationaux sont dirigés par des conservateurs du patrimoine. Nous, on y voit que ça ne peut être que bénéfique. Donc, il faut évidemment qu'il y ait un tandem, je crois que c'est la question du tandem aussi, qui puisse marcher main dans la main pour aller vers ce que disait Madame Baumlard, et moi je la rejoins sur ce point-là également, sur la question du projet d'établissement. C'est très important si vous me permettez l'expression, cet amarrage fonctionne bien. Claire Baumlard, sur cet après
Là, on a connu une nouvelle journée de grève. Donc hier, aujourd'hui, le musée est fermé, je le disais, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celle d'une grève. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Là, on attend évidemment des annonces de Rachida Dati. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les choses bougent beaucoup, rapidement et de manière définitive? Ou pas? Là, il faut demander à monsieur si c'est opportun de continuer à faire la grève, s'il faut un moment... Ça coûte cher, hein. Je lisais l'un de vos papiers, 1,5 million d'euros pour ces 3 jours de grève. Fatalement, ça coûte cher. Hein. Parce que c'est une machine... monsieur disait tout à l'heure, le Louvre est une ville. Bah oui, 30 000 personnes qui rentrent, c'est énorme. Ça consomme, ça achète des billets, ça va au restaurant, etc., etc. Et puis il y a les frais quand même qui demeurent. Bon, bref, ça coûte très cher. Maintenant, ce mouvement de grève, il faudrait à un moment donné que l'intersyndicale se dise oui, ben là on arrête, on prend, ou alors on se donne une date butoir, on ne va pas aller toute l'année avec une grève perlée. On va leur poser la question directement. Voilà. Alexis Fricht, est-ce que l'idée c'est d'aller sur des grèves perlées à répétition jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause, ou est-ce que vous êtes d'accord pour revenir autour de la table et arrêter ce système de grève? Alors, on n'a jamais on a toujours été autour de la table. On a rencontré la ministre de la Culture au moins à 3 reprises et la directrice générale du patrimoine et de l'architecture au moins une dizaine de fois. Donc on a et j'ai rappelé les avancées qu'on avait, qu'on a eues en termes de budget, en termes aussi d'effectifs, parce qu'aujourd'hui le sous-effectif criant au sein notamment de l'accueil et de surveillance fait que l'ensemble des salles, même s'il n'y a pas de grève, l'ensemble des salles ne sont pas forcément ouvertes, faute de personnel. Donc, vous savez, c'est un processus démocratique. C'est pas les syndicats qui portent la grève, les syndicats ce sont des porte-paroles qui ont été élus. Donc nous avons une nouvelle assemblée générale lundi prochain. D'ici là, nous avons 2 rendez-vous avec les députés demain et un nouveau avec le ministère jeudi. On pense qu'on a commencé à avoir des avancées plus sûres, mais aujourd'hui ce sont des engagements. Nous n'avons pas de documents écrits, donc nous attendons de pouvoir que ces engagements se traduisent par des faits concrets. Donc je ne sais pas ce que décideront l'ensemble des personnels lundi prochain, mais si on en reste à des engagements et pas à des faits concrets, probablement la mobilisation continuera. L'objectif n'est pas celle-ci, l'objectif c'est d'en sortir. Là, je vous rejoins totalement. L'objectif c'est d'en sortir, mais avec des engagements fermes de la part du ministère et surtout de la gouvernance de l'établissement Musée du Louvre. Une dernière question, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges. Rachida Dati peut-elle mener ce dossier en parallèle de sa candidature à la mairie de Paris? Elle est très active depuis qu'elle est effectivement entrée en campagne. On l'a vu avec cette galette des rois qui est devenue meeting finalement il y a quelques jours, avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Une petite question sur ses missions de ministre de la Culture. Est-ce qu'elle peut continuer à mener ce dossier qui est quand même un gros dossier? On l'a rappelé toute l'émission. Mais ce serait la dernière décision qu'elle pourrait prendre et qui serait une bonne décision pour le Louvre que de se séparer de Laurence Descartes, selon moi. Claire Baumler. Moi, je ne sais pas si c'est ça la décision. En tout cas, elle a conscience qu'avant de partir, il faut avoir l'air d'occuper le terrain. La preuve, elle a dit tout et son contraire. Donc elle est sur tous les fronts. Elle a dit tout un peu et son contraire dans l'interview de France Inter. Tout à fait. Vous faisiez un extrait. On entend, oui, il faut faire quelque chose, mais c'est peut-être pas une question de personne, mais c'est une question de gouvernance. Tu n'y comprends rien. Si ce n'est que peut-être elle va annoncer quelque chose, on ne sait pas quoi. En tout cas, elle occupe le terrain. C'est-à-dire, elle voudrait arriver à la campagne en disant, voyez, le Louvre, j'ai réglé un certain nombre de choses. Et derrière, on imagine que quand elle va se retirer du ministère de la Culture pour effectivement entrer en campagne pour les municipales, ça peut être avant le scrutin, son successeur va devoir reprendre en main le dossier du Louvre. Ça aussi, ça va compliquer les choses. Bonne chance, oui. Bonne chance à lui, bonne chance à elle. Oui. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été en plateau pour évoquer ce sujet avec nous. Merci beaucoup également à Alexis Fricht qui était avec nous en visio. On suivra évidemment ce dossier de près et on continue maintenant avec l'entretien culture. C'est parti.
Le jardin d'acclimatation nous invite à un voyage féerique au cœur du pays du soleil levant, un festival de 2000 lanternes pour nous raconter le Japon en soirée et ce jusqu'au 8 mars. On en parle avec Marc-Antoine Jammet. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes président et directeur du jardin d'acclimatation. Déjà, félicitations pour ces 2 précédentes éditions qui ont été un franc succès. 2 éditions réussies, je le disais, une autour des dragons, l'autre autour Chine. des dinosaures. Oui, tout à fait. Chine, les dragons, et vous avez raison, les dinosaures. Aujourd'hui, les dinosaures l'an passé. Et c'est vrai que le public a été séduit. Par ces propositions lumineuses. De manière extraordinaire, parce que c'est une féerie, c'est l'équivalent des vitrines des grands magasins qu'on allait voir quand on est petit. C'est une fabrique de souvenirs, c'est quelque chose qu'on fait en famille. C'est la nuit, premier ingrédient. Ça brille, deuxième ingrédient. Et puis c'est un monde nouveau, un univers qu'on ne connaît pas. Le Japon avec sa féerie, ses monstres, ses Godzilla, et en même temps son caractère, ce qui fait rêver dans le Japon, c'est son caractère à la fois aberrant et puis profondément civilisationnel. Une civilisation en soi qu'on ne comprend pas et qu'on admire. On se rend compte de plus en plus à quel point le Japon attire. On le voit au nombre de visiteurs qui s'y rendent chaque année, et puis à cette culture japonaise qui irrigue nos pays. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que vous vous êtes intéressé à ce pays-là au premier chef ? On avait l'exemple d'Osaka, l'exposition universelle, la vogue du Japon, bien entendu, mais on ne s'attendait pas à avoir 5000 personnes par soir pendant toutes les vacances de Noël. Et encore les week-ends là, il y a 2500 personnes qui viennent en réservant leur billet. Il y en a 2500 de plus qui viennent volontairement. Et un public qu'on n'attendait pas. Alors là, pas du tout. J'ai dit, et c'est vrai, je le pense, qu'il faut emmener ses petits-enfants, ses enfants, etc. Mais on voit des jeunes ados, des jeunes adultes, des gens qui ont le fait. Un nombre de couples mixtes absolument fou. Elle est japonaise, il est français. Il est japonais, elle est française, et qui font regardez Tori, c'est comme chez moi, c'est Kyoto, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un vrai voyage dans Paris. C'est un voyage. Alors, c'est la puissance du Japon et la puissance des Lumières, les deux, qui s'unissent pour vous. C'est un voyage spatio-temporel. Il y a une faille dans l'espace-temps. Elle est où ? Elle est au Bois de Boulogne, Pente-Maillot. Et là, vous faites 9000 km ou 10 000 km, 115 heures d'avion et sans passer par le pôle Nord. Et donc, c'est extraordinaire. Vous êtes dans un autre monde. Et il y a un côté bienveillant, détente, sourire, qui n'est pas tout à fait une correspondance avec la civilisation japonaise, qui est parfois un peu stressante et un peu dure, qui est étonnant. C'est-à-dire que les gens se libèrent et ils admirent. Et ça, c'est assez beau de voir, il y a des yeux émerveillés. Parce que c'est vrai que ces lanternes créent quand même un environnement assez féerique, assez onirique. On a parlé de la fascination pour le Japon, qui est réelle, qui existe, mais il y a aussi, c'est vrai, ce médium artistique que vous nous présentez avec ces lanternes, ces créations lumineuses. Je dois dire que moi, ça me séduit beaucoup. Je trouve ça assez sublime. Et puis, le Japon permet une narration. Donc, la lumière qui raconte une histoire, c'est extraordinaire. Parce que les premières lumières, c'est le Japon qu'on connaît. C'est la grande pagode de Kyoto, c'est les torii, c'est tout ça. Et puis après, on arrive dans un Japon qui est un Japon moderne, qui est un Japon du quartier de Tokyo, celui un peu de Lost in Translation, parce qu'on rêve un peu d'être Bill Murray. J'adore que vous choisissiez cette alors, à mon âge, je me sentais plus Bill Murray, bien évidemment, malheureusement peut-être. Voilà, et on s'y sent, voilà, parce que c'est Shibuya, c'est Shinjuku, et on s'y sent. Et puis on finit dans ce Japon qu'on aime bien aussi, qui est le Japon du 19e siècle, de Monet et des autres. C'est le Japon irréel, c'est le Japon d'Okusai, c'est le rapport à la nature. 50 vues du Mont Fuji. Oui. Et puis alors, moi, mes préférés, je dois vous dire mes préférés, il y a une quinzaine de petits singes qui sont sur l'île de Hokkaido, tout là-haut, et qui préfèrent, vous savez, se mettre dans ces rivières qui sont plus chaudes que l'air. Donc ils se mettent dans l'eau, on a l'impression qu'ils sont glacés, mais la rivière est plus chaude que l'air, et ils ont des petits bouts de glace qui leur tombent. Et ceux-là, c'est ceux que j'adore. À chaque fois que je passe devant, je les regarde. Ils ont un succès phénoménal sur les photos et les réseaux sociaux. Je n'arrête pas de les voir, je vous le dis. Je crois qu'ils ont un petit côté, en effet, SMS, mail, tout ça, on les envoie partout. Ils sont absolument partout. Un succès réel. Je dois dire que le Japon, c'est aussi un art de vivre assez extraordinaire. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette histoire que vous souhaitez nous raconter. On va évidemment en parler longtemps, mais je crois qu'on est assez fasciné aussi par cette culture millénaire et par ce que le Japon nous raconte finalement. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toute une série de surprises. Et notamment, on a voulu le faire, on a mis des grands écrans avec des matchs de sumo. Et le moment où ces types énormes qui mangent du poulet 17 fois par jour
prennent cette pincée de sel et la jettent, et pincée de sable, et la jettent derrière leur épaule. C'est un geste tellement fou, cette présentation au public. Ce public qui comprend tout, on n'y comprend rien sur chacun des gestes qui viennent d'être faits, sur la présentation. Il y a des applaudissements soudainement. Oui, c'est des rites, c'est des traditions. Et là, on ne peut être que... voilà, et c'est extraordinaire, on est émerveillés. Et puis, on a mis également un food court, parce qu'à un moment... Ah ça, vous savez que vous parlez à une amoureuse de la gastronomie. Moi, je suis ravie que vous ayez intégré une partie de la gastronomie japonaise. C'est un peu de la street food, il faut quand même le reconnaître, mais de la street food japonaise, ce que mangent les Japonaises qu'il y a dans les rues. Et donc là, on parfait le voyage avec à la fois on va de Hokusai à des extraordinaires ramen, et tout ça est extraordinaire. Non, mais c'est un vrai voyage, c'est une vraie voyage d'une grande beauté. Et il y a un truc que je recommande à tout le monde de ne pas rater, c'est les lumières de ces lanternes qui se reflètent dans les voiles de la Fondation Louis Vuitton. Et là, on a l'impression qu'on est dans un deuxième monde. Il y a le monde du Japon et il y a le monde de la réflexion du miroir. Magnifique. On est passé de l'autre côté du miroir. C'est très beau, très esthétique, très coloré, très gai. Vous vous y attendiez à ce double succès? Non. Honnêtement, on savait que c'était une bonne idée. On l'avait trouvé nous-mêmes à la 3e que l'on fait, vous l'avez dit. On s'est un peu perfectionné, il faut quand même le remarquer. Et donc, on sait mieux ce qui marche. Mais on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire, tous ces gens, et surtout ce public adulte ou jeune qui vient. Et qui est séduit. Et puis, voilà, cette disposition à aimer le Japon que les lanternes amènent. Je crois que le truchement de la nuit, le truchement des lanternes est absolument indispensable. C'est des gens qui sont déjà conquis, mais ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent leurs yeux, ils ouvrent leur cerveau, ils acclimatent le Japon à ce moment-là. Vous savez que c'est mon prochain voyage, ça y est. Écoutez, grâce à vous, je suis entièrement convaincue. J'espère vous avoir convaincu. J'ai été beaucoup à l'exposition d'Osaka. C'est quand même un pays, un monde, une île fabuleuse et un peuple à la fois accueillant, gentil, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui est extraordinaire. Je dis toujours, les Japonais ont inventé la roue, mais autrement que nous. Donc, cherchez pas, il n'y a pas de correspondance. C'est la roue, il fait rouler des voitures. Laissez-vous émerveiller. Ils ne l'ont pas inventé comme nous. Par qui sont créées ces lanternes? Ces lanternes, elles sont créées d'abord par des stylistes chinois, puis ensuite, japonais, oui. Quelle erreur. Et ensuite, on a une entreprise qui s'appelle Borui, avec laquelle on a commencé à travailler et avec laquelle on échange beaucoup par mail, par image, etc. Et je crois que là aussi, en apprenant à se connaître, et puis on a eu la bénédiction, les saintes huiles, il n'y a pas d'autre mot, comme aurait dit ma grand-mère, de l'ambassadeur du Japon, qui ne rigole pas avec ça. Le même qui m'a dit, il n'y a pas 3 restaurants japonais où j'irai à Paris. Je lui ai dit, vous exagérez un peu, monsieur l'ambassadeur, je vous le dis. Et donc, j'aimerais bien connaître ses adresses, vous me les confierez. Alors là, il botte en touche, pas dit, la meilleure adresse, c'est l'ambassade. Vous sûrement, mais moi pas, on n'y est pas tout le temps invité. Enfin, vous... Jamais, mais il triche, j'irai pour l'ambassade. Il a un peu de personnel qui est pas mal. Mais plus sérieusement, c'était très important pour nous d'avoir tous les spécialistes du Japon qui disaient oui, c'est ça. C'est les costumes de samouraï, c'est ça. 150... D'accord, donc c'est un peu, on valide, on appose le tampon. Oui, si on n'avait pas eu... Oui, on ne veut pas travestir la civilisation japonaise et ses réalités. En même temps, c'est le jardin d'acclimatation, il doit acclimater par les Parisiens, on doit raconter une histoire, c'est le Japon dont on a rêvé, et en même temps, ça ne peut pas être n'importe quel Japon, un Japon totalement faux. Et donc, on a eu ça, mais il y a 150 opérations pour faire... Il y a toute une série de samouraïs illuminés, 150 opérations et 150 heures pour faire chacun des mannequins illuminés. Oui, c'est un travail pharaonique. Avec des scènes, par contre, parfois très faciles, mais d'une poésie. Il a suffi qu'on mette une trentaine d'ombrelles sur un mur lumineux. Et c'est vrai que ce n'est pas les parapluies de Cherbourg, c'est les parapluies de Tokyo. Et c'est pas mal aussi. Donc, c'est très, très beau. Pour revenir sur le fil narratif que vous avez commencé à nous raconter tout à l'heure, on commence par l'empire des traditions, on plonge dans l'âme du Japon et ses traditions millénaires, on découvre ses temples shinto, le bouddhisme bien sûr, la majesté des torii. Alors ça, c'est ces portails japonais qui sont censés parler. C'est le plus réussi. Cette allée de torii, tout le monde l'a vu dans des films, et là, grâce au jardin de l'acclimatation, on la voit à Paris. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'est par quoi? Le monde des vivants, du monde spirituel, oui, du monde des dieux? Vous savez qu'à un moment, les torii, c'est aussi c'est l'explication de pourquoi au sommet des gratte-ciel japonais ou des gratte-ciel chinois, parce que c'est parfois la même civilisation, il y a cette porte. Oui. Il faut que la chance puisse passer, que le dragon de la chance puisse passer. Et donc cette porte, c'est une porte vers les esprits, vers tout ce qu'on ne connaît pas, qui est immatériel. Ça renvoie à Miyazaki aussi, toutes ces créatures qui sont partout, qui nous entourent, qu'on ne voit pas. Il y en a sûrement plein dans le studio, peut-être derrière moi, sur mon épaule, et qu'on ne voit pas. Ils passeront par le torii, et vous passerez par le même torii. Donc vous serez passé avec la chance, avec la fortune, avec la bravoure, avec toutes ces qualités que vous aimeriez avoir.
On rencontre, vous l'avez dit, les samouraïs. On découvre aussi des kimonos magnifiques, des ombrelles de soie. Moi, je crois que c'est ça aussi qui me plaît dans cette civilisation, c'est ce raffinement qu'on découvre et qu'on redécouvre dans ces lanternes qui sont absolument magnifiques. Deuxième étape, là, on est dans l'Odyssée pop moderne. C'est ces villes bouillonnantes, ces néons, ça n'arrête plus. Les mangas, la culture kawaii, vous l'avez dit. Et puis cette fantaisie un peu débridée, ça nous effraie, ça nous intrigue. On ne sait pas si on aimerait y vivre, mais en tout cas, on adore découvrir ces villes. Je crois qu'on a bien réussi, alors que ce sont des lanternes, à retranscrire la trépidation du Japon. Oui, c'est pas facile, parce qu'en effet, on est plutôt du côté de l'apaisement et de la sérénité. On partait d'un mois, les torii étaient très calmes, la pagode était formidable, etc. Et puis soudainement, on arrive, et l'autre jour, je voyais, c'était terrible, parce qu'on est contrôlé absolument partout, un brave jeune homme qui avait son portable, et qui traduisait en même temps toutes les inscriptions japonaises. Je me suis dit, quel bonheur qu'on n'ait pas choisi de faire, je sais pas, de prendre des pages de ce que vous voulez, et que là, c'était vraiment le bar, rendez-vous ici, la gare machin, etc. Ouf, je me suis dit, parce que le gars traduisait tout. Incroyable. Et il avait ça, c'est l'intelligence artificielle. Un petit peu d'intelligence artificielle, un petit peu d'image, et c'était terrible. Mais des gens préfèrent cet univers. Je vois bien que ce public de jeunes adultes dont on parle, c'est celui-là qu'il était cherché. C'est ce grand carrefour de Shibuya que tout le monde connaît, où il y a ces piétons qui peuvent passer au coup de sifflet du policier japonais local, et c'est une marée humaine qui arrive. Ça a donné des œuvres d'art d'ailleurs, notamment des photographies qui sont devenues complètement mythiques. Et ce qui est formidable, c'est qu'on se réfère à tout ça, tout le monde, à toutes ces références. C'est vrai. Je ne connais pas le Japon, mais je l'adore. On peut décrire le Japon avec des références communes déjà. Exactement. Grâce à vous, on en a des nouvelles. Et on termine avec une troisième étape que vous appelez le jardin des songes. Alors là, c'est une ode à la nature, au paysage nippon. Le mont Fuji, évidemment, qu'on a beaucoup découvert en images. Les carpe koi, les bonsaïs, et puis ces graviers impeccables des jardins japonais, cette sérénité qui nous vient de la nature et des paysages absolument magnifiques. Et puis de temps en temps, il y a une fête qui s'appelle la fête des garçons, je crois, c'est les koinobori, vous savez, ces carpes qui volent. Bien sûr. Il y en a tout autour d'un pavillon qui est un pavillon très Troisième République, 19e siècle, qui est celui du jardin. Et tout autour, il y a le vent qui arrive, et soudainement, au bout des bambous, les carpes se mettent à flotter. C'est magnifique. On parle d'une poésie, mais là c'est extraordinaire. Puis on a évidemment, à côté des singes dont je vous parlais, il y a des crues royales, enfin, la singe japonais, etc. C'est une incitation au rêve. Et je crois, une fois encore, et ce que j'espère, c'est qu'on ait une fabrique de souvenirs, une fabrique parisienne de souvenirs, et que ceux qui l'auront vu garderont cette image de longtemps à la tête. Alors, on est aidé, il y a eu un moment où on a été aidé, la neige. Alors là, c'était la neige, irréel, pas sous forme de lanterne, mais voilà, c'était extraordinaire. Vous permettez aussi à ceux qui sont allés au Japon, je pense à mes parents, et qui n'ont pas vu les cerisiers en fleurs, les fameux sakura. On rentre par une allée de sakura. Exactement. Sakura, comme on dit au Japon. Ça, c'est pareil. Tous ceux qui se rendent au Japon, qui espèrent photographier des cerisiers en fleurs, et évidemment, il y a des saisons. Comme chez nous, ce n'est pas le cas partout. C'est un peu le printemps, il faut bien le reconnaître. Et les momiji, qui est le moment où les érables deviennent rouges. Oui, c'est sublime. Des sakura au momiji, on dit au Japon, eh bien, on a des érables rouges et on rentre par une grande entrée de sakura, justement. Donc, les cerisiers seront en fleurs au jardin d'acclimatation jusqu'à la fin février, les vacances comprises. Un dernier mot sur aussi la seconde vie de ce moment incroyable au jardin d'acclimatation, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les comptes de photographes professionnels qui s'amusent à photographier, à faire vivre une nouvelle fois, parfois sur Internet, les créations que vous présentez au jardin d'acclimatation. Ça vous touche ? Ça nous touche parce qu'on a un petit espionnage, il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire qu'on est capacité à regarder tout ce qui a été publié sur nous, sur les réseaux sociaux. Et quand on voit des TikTok complètement fous, quand on voit des Instagram complètement fous, en millions de gens, c'est un bonheur de se dire on a fait plaisir aux gens, ils l'ont montré et ça a fait plaisir à d'autres gens à nouveau. On fait un peu de publicité, il faut bien le reconnaître, mais la publicité que les gens nous font par simplement leur plaisir, leur gaieté, leur joie est extraordinaire, elle est communicative et pour une fois on arrive à trouver sympathique ce petit objet qu'on a tous dans nos poches qui permet de nous réveiller, de téléphoner. Vous pensez à celui-ci ? Celui-là qui de temps en temps est un petit peu oppressant, il faut bien le reconnaître. Le mien je l'ai laissé à la porte du studio pour pas qu'il sonne. Mais je trouve qu'on peut s'amuser en déambulant aussi, même quand on n'est pas un photographe professionnel. Il y a des gens qui prennent des photos extraordinaires. Avec des photos absolument sublimes. On voit des enfants malicieux à côté d'un truc totalement japonais. C'est génial. C'est bien. Il y a même, je vous dis, à un moment, il y a des héros du kabuki qui sont deux guerriers terribles. C'est très beau à voir, très très beau à voir. On peut jouer aussi aux jeux d'arcade, vous savez, quand le truc qu'on essaie d'avoir, le petit, voilà, oui, que normalement au Japon en général on perd. Là, on peut gagner. Systématiquement, normalement. Je crois que c'est le principe de ces jeux. Sinon, c'est d'enrichir celui qui les a posés. Et on peut prendre également, et ça je l'ai fait, des photomatons où vous êtes envahi de petites créatures. Ça c'est assez beau. C'est assez magique aussi. C'est un souvenir à garder.
On peut y aller en famille, on peut y aller en amoureux, on peut y aller tout seul pour s'émerveiller au jardin d'acclimatation. Le Japon en lumière, c'est jusqu'au 8 mars. Merci beaucoup. À 18h, 18h30. Oui, vous avez raison. Évidemment, il faut qu'il fasse nuit pour pouvoir apprécier la beauté de cette exposition lumineuse. Un grand merci, j'étais ravie de parler du Japon et du jardin d'acclimatation avec vous. À très bientôt. On passe tout de suite à la conso. Vous avez peut-être le sentiment que les prix ne cessent de grimper pendant que votre pouvoir d'achat, lui, se contracte. Alors sachez que c'est partiellement vrai, partiellement faux. Thibaut Deléa, journaliste au service web Éco du Figaro, a enquêté sur ces produits qui ont effectivement augmenté en 2025 et puis sur ceux qui ont baissé. On va parler déjà de l'inflation globale qui s'est stabilisée en 2025 à 0,8%. C'est nettement plus acceptable que ce qu'on a connu, par exemple, en 2022-2023. C'est beaucoup plus faible que les années précédentes. On a eu un pic donc, qui était un peu à l'après-Covid et surtout dû à la guerre en Ukraine qui avait fait exploser les prix. Pour se rappeler, on avait en 2022, c'était 5,2% d'inflation. En 2023, on a eu à nouveau 4,9% et l'année d'avant, en 2024, on avait encore 2%. Donc 0,8%, on voit que la tendance se lisse et se calme. Est-ce que c'est aussi un phénomène de rattrapage ? Les prix avaient trop augmenté ? Non, pas forcément, parce que le fait que l'inflation soit à 0,8%, les prix, globalement, en moyenne, ils n'ont pas baissé, ils ont continué d'augmenter, ils ont juste augmenté moins vite. De manière moins importante. Beaucoup moins vite que les années précédentes. Et là, on revient plutôt dans la norme des années précédant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on oscillait entre 0,5 et 2% selon les années. Donc on est plutôt sur des années normales. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si du coup la pression elle a l'air de s'estomper un petit peu, on a quand même franchi un palier. Et comme souvent en matière d'inflation, on revient rarement en arrière. Et donc ces hausses qu'on a connues sur les produits, à part quelques petits ajustements et quelques petits détails sur certains produits particuliers dont on va parler sûrement après, ces paliers-là sont franchis et on ne reviendra pas en arrière. On ne connaîtra pas de déflation. Non. Ça n'existera pas. Et c'est rarement bon pour l'économie. Et c'est rarement bon pour l'économie en plus. Malgré cette inflation globale qui s'est stabilisée en 2025, on a quand même vu certaines catégories de produits dont les prix ont complètement explosé. Je pense notamment au café et au chocolat. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je me suis demandé pourquoi je ne pouvais plus acheter une tablette de chocolat à Noël, un prix normal. C'est vrai qu'avec les périodes de fin d'année, c'était complètement dingue. Le café, 17,8% de hausse. Mais c'est énorme. C'est dû à quoi ? Alors sur ces deux aliments, c'est pas une vraie surprise parce qu'on le voit venir depuis un moment. Sur le chocolat notamment, ça fait longtemps qu'on nous alerte sur les prix qui sont en train d'augmenter. On l'a effectivement tous constaté à Noël avec ces chocolats qu'on achète souvent qu'une fois par an. Je pense aux papillotes, à tous ces autres chocolats où on voit très bien le prix, on le connaît parce qu'on achète souvent 1 ou 2 paquets seulement dans l'année. On a le prix très bien en tête et là on est passé parfois de paquets qui étaient à 6-7 euros à des paquets qui étaient à plus de 10 euros pour les mêmes chocolats que l'année dernière. Et donc sur café et chocolat, on est sur c'est ce que m'expliquait un expert de l'INSEE, on est sur des hausses qui sont assez structurelles, en fait, dues à des difficultés de production, à des mauvaises récoltes, à des difficultés dans le secteur. Donc ce sont des hausses qui s'expliquent. Ce sont des hausses qui s'expliquent et qui ne sont pas forcément prêtes à s'arrêter pour le moment. J'aimerais qu'on parle aussi de la viande qui est de plus en plus chère, notamment quand on pense au bœuf et au veau. Les prix ont bondi de 9,7%. C'est énorme. Est-ce que c'est dû à cette fameuse dermatose nodulaire ? C'est une partie de l'explication, notamment sur les derniers mois de 2025. Mais ça n'explique pas tout, non ? Ça n'explique pas tout. Après, il y a de manière générale, la viande augmente de 2,7%. Donc on a une base inflationniste sur la viande. Mais qui est quand même nettement plus faible. Qui est plus marquée sur le bœuf. Donc vous l'avez dit, qui augmente de 9,7%. Et donc la dermatose fait partie des explications parce qu'elle cause des tensions sur la production. Vous l'avez vu, on a dû abattre des cheptels quand on a découvert qu'il y avait une bête qui était malade pour éviter que la maladie se propage. Donc ça fait un problème ponctuel donc, qui se retrouve sur le bœuf, mais qu'on retrouve moins sur les autres viandes. Ce qui reste globalement abordable, c'est quoi ? C'est la volaille ? C'est la volaille qui, en plus, est de plus en plus populaire, mais qui, du coup, pourrait aussi faire face à peut-être des difficultés de production, en tout cas d'approvisionnement. Et par exemple, on le voit sur les œufs, qui font à la fois face à cette double conjoncture, c'est que les œufs sont de plus en plus populaires. On en mange beaucoup, c'est quelque chose de très protéiné, qui est assez simple, qui n'est pas si cher
cher que ça. Et en même temps, il y a des difficultés de production parce qu'il y a un changement de modèle qui est en cours. On s'éloigne de plus en plus des modes d'élevage intensifs pour aller vers des poulets élevés en plein air. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu des problèmes de grippe aviaire qui ont compliqué tout. Et bizarrement, par contre, sur les œufs, pour l'instant, on ne constate pas de hausse très marquée. L'année dernière, on était à plus de 2,6%. Donc, ce qui reste relativement faible compte tenu des tensions qu'il y a sur le marché. Et ce que me disait l'expert de l'INSEE avec lequel j'ai échangé, c'est que c'est effectivement assez étrange pour l'instant. C'est les œufs... Parfois, il y en a en supermarché, parfois, il n'y en a pas. Mais il n'y a pour l'instant pas vraiment d'effet sur les prix. Et effectivement, quand vous voyez les œufs qui reviennent au supermarché, ils sont au même prix qu'il y a 2 semaines, alors que pendant 2 semaines, il n'y en a pas eu et qu'on pourrait imaginer qu'on aurait monté les prix pour en profiter. Donc on touche du bois pour que ça continue. Donc on touche du bois. On va passer à une bonne nouvelle. Du côté de l'huile d'olive. Et il y a quelques produits. Elle, à l'inverse, a diminué. Le prix de l'huile d'olive a baissé de plus de 10%. C'est énorme. Ouais, et là, donc, c'est également un effet conjoncturel. L'huile d'olive, c'est plutôt un effet de rattrapage. En fait, les prix de l'huile d'olive avaient beaucoup plus augmenté que l'inflation moyenne ces dernières années. Et c'était dû à des grosses difficultés, là aussi, de production. C'est souvent là que ça vient en alimentaire. Et pour l'huile d'olive, il y avait des sécheresses qui étaient importantes en Espagne et en Italie, qui sont 2 gros producteurs d'olive. Et donc, les productions avaient été bien moindres dans les années précédentes. Et en 2025, la production a été bien meilleure. Et les quantités produites sont mises sur le marché sont plus importantes. Donc forcément, les prix ont légèrement baissé. Mais même si la baisse paraît énorme, on reste très loin de rattraper les hausses qu'il y avait eu ces dernières années. Donc là, pareil, on a franchi quand même un palier. C'est faussement positif, tout ça. C'est quand même ça à prendre. C'est comme on l'a vu également sur le sucre et la farine, oui, il y a un peu le même genre d'effet, la demande qui s'est un peu calmée, la production qui est un peu revenue. Et puis c'est important parce que c'est des produits de base. C'est ça, c'est des produits de base qui avaient énormément augmenté. Et on se rappelle même la farine, le sucre, pendant le Covid déjà, c'est des produits qu'on n'avait plus en rayon parce que tout le monde s'était mis à fabriquer ses pains maison ou à faire des gâteaux, mais qui étaient aussi des produits qui étaient très demandés. Il y a eu des tensions également sur la production. Oui. Il y a eu aussi avec le blé, quand il y a eu la guerre en Ukraine, des tensions aussi également sur l'approvisionnement. Bien sûr. Donc là, les choses commencent un peu à revenir à la normale. Donc on a des petites baisses de prix, mais qui ne sont pas non plus là pour rattraper les grosses hausses qu'on a eues ces dernières années. Qu'en est-il du côté des légumes ? Les légumes vont plutôt bien. On a des prix qui sont plutôt stables. Alors, si on rentrerait dans les détails des fruits et des légumes, il y a des différences. C'est encore mieux si on respecte les saisons ? C'est toujours mieux si on respecte les saisons. Vous avez les légumes qui viennent du coup de France. Après, il y a toujours des difficultés parfois qui peuvent être ponctuelles sur certains produits. On a parlé il y a quelques mois des choux-fleurs qui étaient en surproduction en France. Je me souviens de Stéphane Layani sur notre plateau qui nous disait de préparer du chou-fleur à Noël. C'est ça, mais ce qui étrangement ne s'est pas toujours traduit par une baisse de prix en rayon où beaucoup après de consommateurs constataient que les prix étaient toujours aussi élevés alors qu'on leur disait il faut manger du chou-fleur, il y en a trop, on ne sait plus quoi en faire. Mais globalement, ça reste stable. Il y a juste un chiffre un peu surprenant, c'est dans les catégories, dans les fruits surgelés, qui eux ont vu leur prix bondir de 23,8% l'année dernière. C'est la plus grosse inflation sur toutes les catégories de produits. Parce qu'en plus, on se dit que sur le surgelé, on a une marge de manœuvre qui est plus importante puisque c'est moins corrélé à... En général, le surgelé, ce qu'expliquait l'expert de l'INSEE, il n'y avait pas vraiment d'explication claire pour le moment, mais ça peut souvent être des prémices en fait, d'inflation à venir sur les autres produits parce qu'en fait, le surgelé consomme notamment beaucoup d'énergie pour que ce soit dans la fabrication, dans le transport, dans le stockage. Et ça peut être les prémices de coûts de production qui augmentent en fait, pour les producteurs, qui sont répercutés très très vite quand c'est sur le surgelé et qui peuvent arriver après sur les autres. On a constaté aussi une augmentation du prix des boissons sucrées qui ont tout simplement subi la taxe soda. La taxe soda, 9% à peu près, c'est ça ? Il y a 9,2% d'augmentation sur les boissons non alcoolisées, donc qui sont majoritairement les sodas, qui sont majoritairement soumis à cette taxe-là. Donc c'était de toute façon l'effet escompté. Souhaité, tout à fait. C'est d'augmenter le prix pour que la consommation baisse. C'est plus cher, donc on en consomme moins. Voilà, et en espérant que pour des raisons de santé publique, les gens boivent moins de boissons sucrées. Et on l'a vu, ça a été répercuté. On sait à quel point c'est mauvais pour la santé. C'est ça, et ça a été répercuté très vite. Finalement, les industriels, alors pour eux, c'est une façon de contester cette taxe à laquelle ils étaient opposés, mais dans un sens, ils ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas absorbé ça sur leur marge, ils l'ont souvent répercuté. Donc maintenant, quand vous allez au supermarché, vous voyez que par exemple le Coca Zéro, pour ne citer que, est moins cher que la même bouteille de Bien Coca sûr. Plein de sucre. Et donc une incitation à acheter du zéro. Et de nombreux fast-food ont eux-mêmes fait ça, où ils répercutent la taxe de manière très visible sur leurs clients, où quand vous prenez la boisson qui n'est pas sans sucre, on vous dit attention, ce sera plus 20 centimes par rapport au menu, parce que c'est la taxe
qui est imposée. Les effets de la taxe soda. Voilà. Une toute dernière question sur ces droits de douane dont nous menace Donald Trump. Est-ce que ça peut avoir des conséquences dans nos rayons au quotidien, rapidement ? Ça dépend de quel genre de produit on parle. Et c'est toujours un sujet qui est important. En termes d'agriculture, on a quand même, pour les produits de consommation, une agriculture qui est assez forte en Europe. Donc on n'importe pas tant que ça de l'étranger. On a également signé, même s'il est très contesté, un accord commercial avec le Mercosur, auquel la France était opposée, mais que l'UE a quand même signé, puisque la France n'avait pas réussi à obtenir une majorité contre. Donc globalement, on a une souveraineté alimentaire qui est déjà assez forte et qui se développe de plus en plus parce qu'on voit que ces soubresauts géopolitiques récents, que ce soit de la guerre en Ukraine aux droits de douane, nous ont un peu réveillé les consciences. Et encore cet après-midi, Ursula von der Leyen à Davos expliquait que justement tous ces accords de libre-échange et le travail qui était aussi fait en Europe étaient justement là pour sécuriser nos approvisionnements et pour sécuriser notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté économique de manière générale pour qu'on soit beaucoup moins sensible à ce genre de menaces. Donc pour les Français qui nous écoutent, pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir en supermarché dans les rayons. On n'a pas vu non plus d'effet quand les droits de douane avaient été un peu lancés à la va-vite les premiers mois de 2025 avant qu'il y ait les négociations qui entrent en jeu. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Thibaut Deléas de nous avoir aussi bien expliqué la tendance des prix à la consommation. Vous le constatez tous les jours dans nos supermarchés en Ile-de-France et à Paris. À très bientôt Thibaut, merci beaucoup. Et moi je vous donne rendez-vous demain dans Bienvenue en Ile-de-France et je vous souhaite une excellente soirée. À demain.